Tu sais, quand tu apportes quelque chose de nouveau qui n'existait pas, forcément, ça fait un effet boule de neige. C'est simple, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de nutrition des sports de combat. Un sportif comme Nassourdine, c'est facile, c'est archi facile une perte de poids avec lui. C'est Et comme d'autres, hein, d'ailleurs, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Mais oui, un athlète comme Nassourdine, c'est les doigts dans le nez, quoi. C'est facile. Sans vouloir me vanter, il n'y a aucune discipline qui a été difficile. Vraiment, aucune. Euh, Au contraire, c'est hyper intéressant. Moi, je suis une compétitrice à la base, ça me challenge intellectuellement de savoir qu'il n'y avait rien qui était fait. Ah, au contraire, quand il y avait du challenge, Et je forcément, kiffais. une question que tout le monde attend que je te pose, mais est-ce que c'est dangereux, le cutting? Donc, je vais te partager une anecdote maintenant. Il y a quelques années, je faisais le cutting de Cédric Doumbé. Hey guys, UFC lightweight Rafael Fiziev here. Welcome to Kevin podcast after fight. Hey everyone, welcome to Kevin's podcast from After Fight. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight, nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de nutrition, de formation, on va parler de perte de poids, enfin voilà, beaucoup de choses autour de l'alimentation des combattants. Et pour ce faire, je reçois Cécile Gioranelli. Cécile, comment vas-tu? Je vais bien, merci, merci, merci. Eh bien, Cécile, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un long moment Plaisir. que je te suis sur tes réseaux, que je suis tout le travail que tu fais dans le MMA, mais pas que. Et ben, en tout cas, je suis super content de pouvoir un petit peu te mettre en avant sur ma chaîne, sur mon podcast et te présenter à mes auditeurs. Est-ce que tu pourrais te présenter aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, alors, bonjour. Je m'appelle Cécile Giornelli. J'ai été pendant 13 ans nutritionniste experte en sport de combat. J'ai créé ce métier et l'ai importé en France. Et depuis quelques semaines, j'ai désormais décidé de passer le flambeau, de former les futurs nutritionnistes de demain. Et, euh, et voilà, donc je me positionne ainsi. Je suis autrice aussi. J'ai écrit un bouquin, conférencière. Voilà, on level up un petit peu le métier, la nutrition et toutes les connaissances qu'on a pu développer, l'expérience qu'on a pu développer ces dernières années. Eh ben, en tout cas, ton changement de statut, comme je pense toutes les personnes qui te suivent, on a tous plus ou moins été surpris. Mais avant toute chose, moi, je voulais qu'on revienne sur quand même tout ce que tu as fait, le plus gros de ton travail durant toutes ces années, voilà, la performance et les pertes de poids. Il me semble que tu en as plus de 2600 à ton J'ai plus actif. de Alors, deux. j'aime bien, c'est important pour les nutritionnistes, ça, d'avoir un record un peu comme les combattants au final. Non, pas du tout. Enfin, en ce qui me concerne, le record n'est pas du tout important. Pourquoi j'ai été amenée à sortir ce chiffre? Parce que récemment, donc, j'ai écrit un livre et c'est vrai que c'est un livre de nutrition sportive générale. Et ça apporte de la crédibilité pour ceux qui ne me connaissent pas. Maintenant, dans le milieu des sports de combat, je pense que j'ai fait mon nom et qu'il n'y a pas besoin de mes records pour, euh, pour avoir de la crédibilité. Mais oui, si on doit parler de chiffres, il y a plus de 2700 pesées validées. C'est simple, hein, dans ma carrière, j'en ai raté qu'une seule. Donc, le record est pas mal. Il y a plus de 2000 sportifs, plus de 750 athlètes de haut niveau. J'ai un petit peu plus de 50 titres mondiaux, un peu plus de 30 titres européens, 7 médailles olympiques. Euh, voilà, donc Ouais, c'est plutôt pas mal tout ça. c'est énorme. Et alors aujourd'hui, forcément, je vais pas dire c'est à la mode, mais c'est courant de voir des nutritionnistes, des Désolée, personnes. on a une Non, invitée, non, j'adore ma les chariots, stagiaire. la, la fameuse. Allez, Mais voilà. toi, tu as commencé, il me semble que ton papa, il est professeur, il t'a enseigné Et les sports de combat. Il t'a enseigné les sports de combat et c'est comme ça que déjà, toi, tu as commencé par quel sport de combat? moi, j'ai commencé, alors pas par les sports de combat, par les arts martiaux. C'est pas, j'ai vu de la lumière et je suis rentrée parce que désormais c'est à la mode. Pas du tout. Les sports de combat sont littéralement dans mon ADN. Pour la petite histoire, j'ai commencé le karaté à 5 ans.
En vrai, j'aurais même pu commencer avant, mais à l'époque, on ne commençait pas tant qu'on n'était pas latéralisé, tant qu'on ne distinguait pas la gauche de sa droite. Mais j'étais déjà au bord du tatami. Moi, j'ai grandi au bord d'un tatami. Mon père a enseigné le karaté pendant plus de 45 ans. Il était sixième dan. Et j'en ai fait pendant 20 ans, tout simplement, jusqu'à obtenir mon troisième dan à mes 25 ans. Donc à l'époque, j'étais même la plus jeune troisième dan de France, hommes-femmes confondus, hein. J'ai derrière moi plus de 15 ans de compétition. J'étais arbitre aussi. Donc, j'ai connu la compétition en tant que compétitrice, mais aussi de l'autre côté, sur la partie organisation. Ensuite, ma carrière professionnelle, qui à l'époque n'était pas du tout dans mon métier actuel, m'a conduite à être mutée en région parisienne. Et quand on vient d'un club dans lequel on a grandi, qui était un peu ma famille, c'était très délicat pour moi, très difficile de retourner dans un club de karaté, même s'il y avait d'excellents profs. Donc je me suis initiée à d'autres sports de combat, le pied-point, donc le K1, le MMA, le Krav Maga, voilà, j'ai un peu expérimenté tout ça. Et ta passion pour la nutrition, elle s'est faite déjà par ta personne à toi. Tu as dû découvrir, t'as vu que tu avais besoin de bien manger pour pouvoir performer, ou c'était directement, tu voyais comment les autres ne mangeaient pas forcément correctement, tout ça, qu'il y avait des difficultés pour perdre le poids, parce qu'on parle de sport ou de combat où il y a des catégories de poids. Comment ça s'est fait en fait, ça? Alors, la réponse, elle est simple, elle s'est faite en deux temps. Premier temps, une dimension purement personnelle. À l'époque, je ne faisais absolument pas ce métier. Moi, j'étais ingénieure d'affaires. Dans la technologie, je vendais des ascenseurs. Donc, absolument rien à voir. Pour autant, donc, à ce moment-là, c'est lorsque je faisais du Krav Maga et j'ai toujours fait donc, des sports à catégorie de poids. Mais je n'ai jamais eu de problématique de poids. Donc, je combattais dans ma catégorie pardon, naturelle. D'autant plus qu'au karaté, il n'y a pas des grosses traditions de perte de poids, on ne va pas se Hmm. mentir. Pour autant, au Krav Maga, j'ai redémarré ma ceinture blanche. Et on a ce qu'on appelle des combats durs. Bon, je rigole, hein, ça me fait doucement sourire. Mais le prof m'a dit, Cécile, tu ne peux pas combattre contre une femme, c'est pas possible. Donc, ils m'ont mise contre un homme. Je savais que j'allais combattre contre des hommes. Sachant que je me suis dit, bon, je vais essayer d'être la plus légère possible, puisque là, les coups étaient appuyés. Donc, ma première perte de poids s'effectue comme ça. Je ne savais absolument pas comment m'y prendre. Donc, j'ai fait des sachets hyper protéinés pendant 3 semaines. Euh, Finalement, j'ai perdu toute ma masse musculaire. J'étais fatiguée. J'ai perdu mes formes aussi. Et en tant que femme, en tout cas dans mes critères esthétiques, ça compte. Et donc, je suis devenue. J'ai un physique qui ne me plaisait pas, autant dans l'esthétique que dans le ressenti. Donc ça, c'est ma première partie quand je me suis intéressée à la nutrition, mais vraiment dans une dimension purement personnelle. Et le deuxième temps, celui qui a été vraiment le gros turnover dans ma vie, c'est cette reconversion professionnelle que j'ai faite. Et à l'époque, c'était pour être coach sportif, parce qu'aujourd'hui, je ne me présente que sous ma casquette d'ex-nutritionniste formatrice, mais il faut savoir que j'ai fait une reconversion professionnelle, initialement pour être coach sportif. Et ça, c'était un petit peu avant de... Je savais que je voulais avoir des enfants peu de temps après, donc je me suis dit, bon, quitte à faire une reconversion et reprendre mes études, je ne me voyais pas être enceinte et coach. Donc je me suis dit, bon, je vais ajouter un autre métier pour avoir une deuxième corde à mon arc, mais vraiment, il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas tout ça. Moi, je voulais être coach sportif. Et là, je l'ai déjà dit dans une autre interview, c'est comme si j'avais découvert une boîte de Pandore, comme si j'avais ouvert une boîte de Pandore. J'ai je m'intéressais à quelque chose et plus je m'intéressais, plus il y avait un nouveau truc à apprendre et encore un nouveau truc. J'ai découvert la beauté du corps humain, combien tous ces mécanismes de régulation sont juste parfaitissimes. C'est un rouage incroyable, mais vraiment. Et donc la nutrition, elle arrive comme ça dans ma vie, aussi simplement que ça. Et ensuite, c'est vrai que les métiers autour de la nutrition, c'est plutôt autour de la santé, les personnes âgées, la femme enceinte, la femme allaitante. Et ça, moi, ça m'intéressait
pas beaucoup, alors que entre-temps, je suis devenue maman, tu vois. Mais ça ne m'intéressait pas, c'était la nutrition sportive. Et en effet, ça s'est fait très naturellement. Je me suis pas posé de questions, oh, il y a un métier à créer, tatati, tatata, pas du tout. C'est en regardant dans le rétroviseur que j'ai réalisé tout le parcours réalisé. Moi, j'ai simplement capté via mon parcours personnel, plus les athlètes que j'étais amenée à rencontrer, là où je m'entraînais, que oui, il y avait quelque chose à optimiser, à retravailler, à améliorer. Et donc, tout s'est fait très naturellement, aussi simple que ça. Voilà. Ouais, c'était pas calculé, on va dire. Non, c'était pas calculé. Et en plus, Pas que je l'ai calculé, t'inquiète que on a été très précis après. et au niveau de tes premières pesées, du coup, les premiers combattants, les premiers athlètes que tu as accompagnés, est-ce que, peut-être je me trompe, c'est dans le MMA? C'est dans le MMA, le tout premier athlète qui m'a fait confiance. C'est un ancien combattant de l'UFC, il s'appelle Michael Lebou, un de tes confrères aussi en tant que média. Ouais. À l'époque, Michael avait appris, on s'entraînait dans la même salle. Alors moi pour le Krav Maga du coup, mais il avait appris que j'avais eu mon diplôme en nutrition et donc il m'avait donné un coup de main parce qu'on s'entendait bien et il m'avait mis en avant sur ses réseaux sociaux. Et moi, j'ai dit, mais t'es fou, mais non, j'ai pas fait ça, je déteste m'attribuer un travail que je n'ai pas fait. Autant je suis très fière du travail que j'ai fait, mais si je l'ai pas fait, je vais pas m'en attribuer les mérites. Je déteste ça. Et donc, je m'étais sentie extrêmement mal à l'aise de ça et en parallèle reconnaissante parce que je ressentais de la gratitude vis-à-vis de ce qu'il avait fait, c'est rare, hein, la bienveillance et les gestes gratuits, si tu veux. Et donc du coup, je lui dis, OK, bah, la prochaine fois, je m'occupe réellement de toi et là, tu pourras dire que j'ai bossé pour toi. Et donc, on a commencé comme ça. Et puis finalement, les résultats ont été tellement waouh que, tu sais, quand tu apportes quelque chose de nouveau qui n'existait pas, forcément, ça fait un effet boule de neige. C'est simple, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de nutrition des sports de combat. Il y avait de la déshydratation forcée finale, donc la dernière partie du cutting. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on pense que le cutting, c'est juste cette phase de déshydratation et de se réalimenter. Mais non, en fait, c'est quelque chose qui est plus vaste. On pourra en parler si tu veux. Mais je leur ai apporté une solution de performance, un pilier de performance qui était nouveau. C'est-à-dire que dans les piliers de performance, on en a plusieurs. On a bien entendu la partie purement technique de la discipline. On a la prépa physique. Ensuite, c'est ajouté la prépa mentale. Donc, ce sont différents leviers de performance. Mais la nutrition était complètement sous-cotée. Alors que c'est l'essence de la voiture, quoi. Si tu mets une essence de merde, forcément, t'as beau avoir la meilleure des voitures, elle va pas bien loin. Donc, enfin, je dis on, mais ouais, j'ai apporté ma pierre à l'édifice là-dessus avec beaucoup de fierté maintenant quand je regarde un peu cette dernière décennie. Ouais. Que le MMA en plus a grimpé en France, j'imagine, voilà, comme tu as dit, tu as aidé un premier athlète, il y en a puis un autre, puis un autre, puis un autre, et au final, tout s'est aligné en fait. Et, euh, et ça, sans réellement avoir de formation, du coup, tu as appris tout par toi-même en fait, tu as été un peu autodidacte de tout ça, non? Je rigole parce que j'ai été 100%, 200% autodidacte. Même C'est-à-dire qu'en fait, si... Hmm. la littérature scientifique nous donnait quelques rares éléments sur le cutting, à savoir la partie finale, mais avec là aussi beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, je peux le dire, beaucoup d'erreurs. Euh, on est enfin, c'est pas notre sport, c'est propre au sport. Tu sais, il y a cette phrase qui dit la performance valide la méthode. Donc les athlètes, ils se disaient, bah, puisque ça fonctionne, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'était toujours dans la pénibilité, dans la souffrance, dans la difficulté. Et en fait, je suis venue leur montrer que non, il n'y a pas à souffrir autant. C'est le game changer, il a été là. Oui, totalement autodidacte. Je me suis beaucoup trompée. Je réussissais à valider les pesées, mais trompée.
pour l'athlète, c'était pas une erreur parce que lui, de toute façon, c'était du plus. Mais moi, aujourd'hui, 13 ans plus tard, ayant tellement affiné les protocoles au fur et à mesure des années, je sais qu'il y a des choses, j'aurais pu les faire aller un petit peu encore plus rapidement. C'est dans ce sens-là où je parle d'erreur. Et en plus, en France, on n'a pas du tout cette culture de la perte de poids. C'était plutôt lié aux pays de l'Est, non? Je veux dire, on sait que Ah oui, c'était. Tu vois ce que je veux dire? Amérique, À l'époque où tu veux dire. Voilà, tout à fait. Quand tu commences, je veux dire, t'as pas de quoi de protocole. Enfin, c'est ça qui m'étonne, c'est comment tu as pu justement trouver toutes Ah ces, ben, ces en méthodes. fait, je suis partie d'un constat très simple. Oui, il y avait des protocoles. On peut appeler ça des protocoles. Après, on peut les qualifier de bons ou de moins, enfin, d'efficaces ou moins efficaces. Mais oui, il y avait des protocoles. Le protocole, c'était de couper. Alors, tout le monde disait les glucides. Non, ils coupaient les féculents. OK? Des shakers de protéines, des compléments alimentaires pour compenser le manque vitaminique, parfois des fibres pour comment dire, mieux évacuer à la selle, on va le Ouais. formuler comme ça, et c'est tout. Et en fait, moi, je me dis, ayant entre-temps étudié la nutrition, bien entendu, je me dis, je ne comprends pas pourquoi on coupe le carburant. Les féculents qui font partie de la famille des glucides, l'idée n'étant pas de faire un post technique, hein, enfin un podcast technique, mais comprendre quand même deux, trois grandes lignes. Euh, les féculents, ce sont une source d'énergie la source préférée d'énergie du corps humain. D'accord? Toi, tu veux être performant. Tu ne veux pas que perdre du poids. Tu veux être performant. Donc, pourquoi tu coupes ta source principale d'énergie? Si tu veux, il y avait une incohérence dans ce que je voyais. Et donc, pour moi, c'était juste logique, si tu veux, de maintenir ces féculents-là. En revanche, au bon moment, au bon timing, dans le bon dosage, pour aller vers cette perte de poids. Aussi simple que ça. Et c'est vrai qu'un combattant, quand je te parlais de quelque chose de révolutionnaire, c'est juste du bon sens finalement. Et quand un combattant qui a toujours eu l'habitude de faire des régimes à l'arrache, d'arriver dans des conditions qui n'étaient pas optimales et jusqu'à la veille de la pesée, il mange et il peut manger des féculents, ah ben c'est sûr que tu arrives, il te voit comme une déesse, hein. C'est pas si compliqué que ça. Encore faut-il connaître oui, les bons timings, les bons dosages, savoir calculer tout ça. Bien sûr, parce que quand on se documente un petit peu sur la nutrition, comme tu l'as dit, c'est une boîte de Pandore, hein. Il y a énormément de choses à maîtriser. Et au final, quand on se documente, on se rend compte qu'on ne sait rien, on ne sait jamais assez. Même on voit aujourd'hui encore avec tout, alors bien sûr il y a le terrain, mais toutes les études qui sortent et en plus les compléments alimentaires qui viennent se greffer à ça, enfin c'est très très compliqué pour les combattants de se débrouiller tout seul. Toi, est-ce que du coup tu proposais un accompagnement, il fallait que obligatoirement tu suives les combattants à l'année pour qu'ils aussi aient une bonne hygiène de vie, pas forcément sur la Fight Week ou le Training Camp. Parce que j'imagine que ton travail, c'est pas que à ce moment-là, mais sur toute l'année. Alors, ma méthode, je pense, n'a jamais été académique dans le sens où je n'ai pas fait exprès de me positionner un petit peu à contresens de mes confrères. Alors, quand je dis confrères, puisqu'à l'époque, j'en avais pas dans la nutrition des sports de combat, je fais plutôt référence aux diététiciens, d'accord? Qui justement vont avoir ces rendez-vous hyper réguliers. En fait, le constat, à mon sens, hein, je dis pas que j'ai la vérité, mais en tout cas, bon, ça a fonctionné pendant 13 ans, donc je pense qu'il y a un petit peu de vrai quand même. J'ai fait le postulat dans le sens inverse. On a des combattants, et encore une fois, je ne me suis pas attardée que sur les combattants et combattantes de MMA. Moi, je suis spécialisée dans tous les sports de combat. J'ai créé des protocoles dans absolument tous les sports de combat. Parce que même si tu prends les sports de préhension au sol, un judoka n'a pas les mêmes conditions de pesée qu'un combattant de JJB. Donc même, je suis allée dans ces subtilités-là, si tu veux. Donc quand je dis que j'ai créé des protocoles dans chaque discipline de combat, c'est une réalité. Donc si tu veux, je suis partie du postulat inverse, qui est le combattant, il est allé tous les mois, voire tous les 2 mois, en train de faire un régime.
puisque oui, on peut avoir des combattants qui veulent faire des montées de catégorie ou se maintenir, mais 90% du temps, ça reste quand même de la perte de poids. Ok? Donc, je vais plutôt orienter mon discours là sur la grande majorité. Et donc, ils sont tout le temps au régime. Ils- Si tu veux, c'est un suivi à l'année qui n'est pas pour surveiller le poids entre deux, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais en fait, quand il n'y a pas de combat, moi, je pars du principe que je leur fous la paix. Parce que même si tu leur donnes un plan alimentaire euh, off combat, pour eux, si tu veux, c'est quand même une restriction. Et on a toujours tendance à voir la nutrition comme protéines, glucides, lipides, des chiffres. Et là où j'ai fait ma force, là où j'ai réussi à faire un changement, une bascule de mentalité, c'est de mettre l'impact ici du cognitif, du plaisir dans l'esprit des combattants. C'est-à-dire que mes confrères, justement, et sans vouloir les critiquer, c'est un constat, allaient toujours orienter la stratégie alimentaire. Même ça, c'est un mot que j'ai inventé, hein, ça n'existait pas, tu vois, pour te dire. Mais le plan alimentaire sur des chiffres, des données. Et il est évident que moi, lorsque j'arrivais et que j'indiquais que l'athlète, il peut manger un repas plaisir, c'est tout à fait autorisé dans une diète qui est bien construite. Encore faut-il savoir bien la construire. Certes, d'un point de vue purement quantitatif, chiffré, on peut se dire, waouh, qu'est-ce qu'elle fait? Ça peut augmenter les calories. OK. Mais dans le cerveau, ça va encoder quelque chose de différent et quand le cerveau lâche, le corps suit. Ça peut paraître un petit peu ésotérique comme ça, mais je pense que même peut-être toi ou dans tes auditeurs, il y en a beaucoup qui l'auront expérimenté. Des fois, on est hyper focus sur la balance, la balance, la balance, ça bouge pas ou très très peu. Et dès qu'on arrête de penser au poids, de se focaliser sur ce chiffre sur la balance, ça part tout seul. C'est aussi simple que ça. Et en fait, c'est ce travail-là que j'ai fait. Ce qui fait qu'en fait, naturellement, le poids avait tendance à se réguler. Sur le poids hors combat, il se régulait. Alors, il y a toujours des exceptions, des athlètes qui remontent beaucoup, mais ça reste des athlètes minoritaires pour le coup. Et concernant l'hygiène de vie des combattants, étant donné que ça fait des années que tu as été dans ça, on va parler tout sport confondu. Quel constat, quel bilan t'en tires? Est-ce que aujourd'hui, en France, les athlètes, les combattants français, ils ont une bonne hygiène de vie quand même? Est-ce que tu as eu beaucoup de boulot? Alors, c'est un peu délicat de parler, ouais, de tous les mettre dans le même panier. Déjà, je vais distinguer les combattants des combattantes. Les féminines sont bien plus disciplinées sur leur poids. Et pour plusieurs raisons, il y a aussi une dimension esthétique, les injonctions un peu sociétales de ce qu'on attend du corps, entre guillemets, d'une femme. Donc il y a ça. Et puis naturellement, les femmes sont quand même plus structurées, on va dire plus organisées. Voilà. Donc ça, chez les femmes, c'est vraiment une tendance pour te dire que l'hygiène de vie, généralement, elle est très, très correcte. Et chez les combattants, alors, quand on parle d'hygiène de vie, moi, je ne parle pas que d'alimentation. Je parle du rythme de sommeil, de sortie. Globalement, ils sont tous assez carrés. Maintenant, oui, certains vont faire des gros rebonds, mais encore une fois, c'est minoritaire. Mais ce qui se passe, c'est que c'est toujours plus vendeur dans les médias de pointer du doigt ces personnes-là. Mais comme là, tu me poses une question sur la généralité, en tout cas, l'expérience que j'ai me montre que non, c'est plutôt assez carré. Donc, c'est parfois pour la fame qu'on fait croire que c'est pas carré, mais en off, c'est carré. Ouais, parce que l'autre fois, j'en parlais avec Jean-Michel Fossard, justement, il disait, c'est vrai qu'on pointe du doigt un peu Paddy Pimblett qui fait des gros rebonds, mais prenons plutôt exemple sur des combattants comme Nassourdine, Morgan Charrière, tout ça, des athlètes qui sont en forme toute l'année, quoi, et Ouais, qui n'ont pas de problème de perte de poids. c'est ça. Nassourdine, tu sais, Mais on a quand même, travaillé excuse-moi de te ensemble. couper, on a quand même pas mal de ratés, de pesées ratées. Et c'est ça le problème aussi qui fait toujours parler à chaque fois, c'est quand même, et surtout à l'UFC, dans l'organisation numéro un, enfin, je les ai pas comptés, ça aurait été intéressant, je les note, mais je ne sais pas combien il y a de pesées ratées à chaque fois, quoi. Ouais.
Bah, pas avec moi en tout cas. Non, 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 pas avec toi, mais Non, d'ailleurs, ce serait c'est- intéressant d'avoir ton avis là-dessus, sur ce que tu penses d'aujourd'hui, ouais, je t'en qui parlais, mais ouais. tu vois, tu parlais de Nassourdine. Mhm. Nassourdine, j'ai eu le privilège de travailler avec lui dans ses débuts. Alors, plus aujourd'hui, ça fait plusieurs années, mais je me souviens, c'est quelqu'un naturellement modéré. Oui, il va faire un rebond, mais naturellement modéré, avec des qualités physiques naturelles incroyables. Donc, c'est pas parce qu'on a des qualités physiques naturelles qu'on va pas venir les optimiser, mais qui était déjà très connu pour son cardio, son endurance, si tu veux. Et, euh, et justement, avec une tradition, pourtant il vient des pays de l'Est, mais pas une tradition avec des gros cuts. C'est-à-dire que le, un sportif comme Nassourdine, c'est facile, c'est archi facile une perte de poids avec lui. C'est... Et comme d'autres, hein, d'ailleurs, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Mais oui, un athlète comme Nassourdine, c'est les doigts dans le nez, quoi. C'est facile. Et justement, alors, je t'ai pas demandé d'expliquer ce que c'était le cutting, Oui. parce que je pense que tous les auditeurs qui écoutent After Fight, ils savent ce que c'est. Mais bon, si tu veux le réexpliquer, parce que je pense que ça doit te tenir à cœur quand même peut-être que des gens pensent savoir ce que c'est, le cutting, la Oui, définition. C'est c'est intéressant que tu poses la question parce que parfois on est souvent la tête dans le guidon, on pense qu'on sait ce que c'est et très souvent il y a une erreur justement, il y a une erreur de sémantique et le cutting, on a tendance à croire que c'est la déshydratation, voilà, c'est le fait de faire un bain et de remanger derrière. Non, le cutting c'est une méthode de perte de poids qu'on retrouve essentiellement dans les sports de combat mais aussi dans d'autres sports à catégorie de poids comme l'haltérophilie. Et c'est le fait de perdre du poids pour une date bien précise et d'en reprendre ensuite derrière. Alors, pas forcément le plus possible, parce que beaucoup pensent qu'il faut en reprendre le plus possible. Euh, et donc, on a tout un rôle justement d'éducation pour expliquer ce qu'est le cutting. Et le cutting ne démarre pas dans la Fight Week ou sur la déshydratation. Non, ce sont les semaines précédentes. Il y a ce que donc j'ai nommé, je te le disais tout à l'heure, une stratégie. Pourquoi une stratégie? Notamment dans les sports de mixtes comme le MMA, on va avoir un game plan. Si le gars, on veut plutôt, ou la nénette, on veut plutôt l'amener sur une dimension debout, sur plutôt du striking, ben, on va développer des qualités physiques. Donc la nutrition va venir en soutien de ces qualités physiques-là. Mais si le game plan sur le combat d'après, il va plutôt être au sol, ou enfin, quel que soit le game plan, moi je demande le game plan en fait. Pour que l'alimentation puisse venir justement soutenir ces qualités physiques-là. Pourquoi? Parce que si on est au sol, par exemple, on va avoir des phases de congestion avec tout ce qui est saisie et étranglement bien plus importantes que si un combat se mène essentiellement debout. S'il est debout, on va avoir besoin d'une caisse, d'un gros cardio, d'une endurance, euh, de puissance de frappe pour aller au chaos. Donc ça, si tu veux, je dis pas que la nutrition c'est révolutionnaire, mais ça vient, ce que je disais tout à l'heure, c'est un pilier de performance lui aussi, ça vient soutenir ça. Voilà. Donc l'idée, encore une fois, n'étant pas de faire un podcast technique, mais oui, on peut répondre à ces problématiques-là. Et donc le cutting démarre des semaines en amont, et en fonction de la stratégie, on va définir un poids de rebond, un poids de pesée. Et donc en fonction de ça, il y a une partie donc globalement hein, de perte de poids, mais en développant, en soutenant les qualités physiques de l'athlète que l'on souhaite. Ensuite, on atteint un certain poids qui va nous permettre d'avoir une déshydratation. Sur certains combats, on va aller chercher 2, 3, 4% de déshydratation. Sur d'autres, ça peut monter à 7, 8%, mais tout ça, c'est calculé. Et là où il y a une différence avec avant c'était un petit bonheur, un petit peu au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que je faisais un régime et ce qui restait, je le perdais sur l'eau. Et là où je suis venue justement changer toutes ces méthodes-là, c'est non, on va aller cibler une déshydratation bien spécifique pour avoir un rebond bien spécifique. C'est aussi simple que ça. Donc, je résume. Plusieurs semaines de stratégie alimentaire, une déshydratation calculée, maîtrisée, et un rebond aussi calculé, maîtrisé. Le rebond, donc, c'est entre le moment où on a eu la pesée et le combat. Et selon les disciplines, on peut avoir 1 heure. Et selon d'autres disciplines, comme le MMA, on peut avoir jusqu'à 24 heures, voire 36 heures si l'athlète il est en fin de carte. C'est-à-dire que moi, l'athlète, je lui demande son heure de passage. On va jusque-là dans la précision. Tu comprends? ouais. Et donc, la reconstitution, là aussi, ce sont des étapes bien précises. Avant, le mec,
il était pesé, il buvait pour se réhydrater et il mangeait un peu n'importe quoi. Non, là encore, j'ai mis en place des protocoles bien spécifiques pour avoir bien sûr de l'eau, mais tout un système de captation de l'eau parce qu'il suffit que tu boives mal, en fait, ou trop d'un coup pour que ça s'élimine. Je vais te donner un exemple parlant. Euh, je sais pas si tu as des plantes vertes à la maison, mais Oui, si oui. jamais tu en as et qu'à un moment donné, le terrain il est trop asséché, le terreau il est trop asséché, si tu lui mets de l'eau dedans, l'eau ne va pas être absorbée. Bah, dis-toi que le corps, c'est pareil. Si les cellules ont été trop asséchées, tu as beau boire beaucoup, elles ne vont pas avoir une capacité de rétention d'eau. Donc l'idée, c'est d'avoir un protocole bien spécifique pour que l'eau soit absorbée, mais aussi conservée, maintenue. Voilà. Donc le cutting, c'est l'ensemble de ces étapes et non pas la dernière étape. Ouais, rien n'est laissé au hasard. Et c'est super intéressant que tu aies parlé justement de ce qu'on appelle la recharge, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et elle a beaucoup d'importance, hein, même si certes l'athlète il souffre moins à ce moment-là, mais selon ce qui reprend, ça peut être pénible, hein. On sait le microbiote, tout ça, c'est compliqué, surtout après une déshydratation, j'imagine qu'il doit être fragilisé, l'intestin, enfin les voies urinaires, tout ça, enfin, ça doit être très compliqué. Et j'allais te demander, c'est quelle est la discipline la plus compliquée qui t'a donné le plus de mal, vu que tu as accompagné dans des judokas, dans le karaté, dans plein de sports, c'est où que tu as eu, où là, ça a été un peu plus compliqué de trouver des protocoles pour pouvoir arriver au poids? Je sais qu'il y a le One FC aussi qui a apparemment été un peu. Je sais que tu as accompagné Jimmy Vienno. Enfin, je sais pas si au niveau des protocoles de réhydratation, je sais qu'ils sont un petit peu. C'est un peu plus compliqué, Alors, on dira. sans vouloir me vanter, il n'y a aucune discipline qui a été difficile. Vraiment, aucune. Euh, Au contraire, c'est hyper intéressant. Moi, je suis une compétitrice à la base, ça me challenge intellectuellement de savoir qu'il n'y avait rien qui était fait. Ah, ça me, au contraire, quand il y avait du challenge, je kiffais. Donc, rien n'a été difficile. Maintenant, euh, moi, c'est plus facile. Moi, je suis derrière mon bureau, je calcule. Je pense que c'est plutôt pour certains athlètes que ça a pu être plus difficile. Et là où il a pu où j'ai eu peur que ce soit le plus difficile, c'était, tu l'as cité, pour Jimmy Vienno au One FC. Jimmy, on a eu deux fois des moments qui auraient pu être compliqués. Le premier cas, c'était au One FC, puisqu'il y a des tests d'hydratation. On ne peut pas avoir un taux de déshydratation supérieur à 1,75%. Donc ma crainte, c'était que Jimmy, ce soit difficile pour lui, dans le sens où on avait un pourcentage de déshydratation extrêmement faible avant la pesée, mais aussi il était surveillé après. Il y avait des tests d'hydratation. Alors, le One impose ses règles. Maintenant, tous les athlètes ne les suivent pas. Voilà. C'est un peu de l'apparat de règles. Pour autant, nous, on a joué le jeu. Et donc, ma crainte, c'était voilà, d'avoir peur que ce soit un petit peu trop hardcore pour Jimmy. Et c'est là que j'adore travailler avec des athlètes de très haut niveau, c'est qu'ils ont des mentales, c'est bizarrement dit, mais de guerriers, des mentalités de guerriers. Euh, il s'est pas plaint une seule fois. Et surtout, le retour qu'il m'a fait, c'est que tout s'est super bien passé, tout était beaucoup plus fluide. Donc, c'était une crainte en amont qui finalement n'a pas eu lieu. Et le deuxième cas de figure, toujours avec Jimmy, il a fait un autre format de compétition où là, on était dans une semaine dite multi-pesée. Tous les jours, un combat égale une pesée. Donc, si tu veux, on ne peut pas prendre le risque d'avoir un rebond trop important. Pourquoi? Parce que sinon, il risque de ne pas valider la pesée du lendemain. Voilà. Donc ça a été des difficultés, mais pas pour moi. Ce sont les athlètes qui vivent ça au quotidien, c'est eux qui mangent différemment au quotidien. Moi, une fois que j'ai fait mon taf, tu sais, j'ai le beau rôle, donc non, non. Et forcément, une question que tout le monde attend que je te pose, mais est-ce que c'est dangereux, le cutting? Parce que Bien sûr, bien sûr, c'est une ineptie de faire croire que le cutting, c'est facile, bien sûr, c'est à la mode, ça, c'est spectaculaire, etc. Les gars jouent avec leur santé, c'est aussi simple que ça. Quand je me suis présentée, j'ai également indiqué que je faisais de la formation. Sur le chapitre du cutting, pour te dire que c'est qu'une petite partie, parce que c'est une sous-partie d'un chapitre, et j'ai 8 chapitres. Pour
te dire que la nutrition, c'est beaucoup plus, enfin pas complexe, mais étendu que ce que l'on pense. Mais le cutting à proprement parler, oui, c'est dangereux. S'il y a eu des morts, c'est pas pour rien. C'est Benoît Saint-Denis, il y a quelques jours, qui a participé à une émission de télé. Et en gros, donc une émission mainstream. Et la présentatrice demandait si c'était dangereux, s'il avait peur de mourir, etc. Et il a fait cette réponse qui est très juste, à savoir que, au regard d'autres sports, déjà, c'est moins dangereux, puis ils connaissent les risques, mais surtout, les 2 décès qu'il y a eu dans le MMA, c'était à cause du cutting. C'était pas dans la cage. Donc, bien sûr que le cutting est dangereux, bien sûr. Non, c'est une tradition dans le sport. Il faut toujours l'appréhender avec la même notion de danger que lorsque l'on rentre dans la cage, slash tatami, slash ring. Ou alors c'est qu'on est inconscient. De la même façon qu'un boxeur ou un judoka, enfin peu importe, hein, on a compris, un combattant rentre dans l'ère de combat, il sait les dangers auxquels il est confronté. Et donc, il est OK, il appréhende ce danger-là. Lorsqu'il fait un cutting, il faut éviter de prendre ça à la légère. Même si on est encadré par un staff, même si ce staff est professionnel, à un moment donné, tu vois, là, je suis un peu plus émue dans ma façon de parler parce que ça m'agace de voir justement des méthodes qui sont balancées comme ça, au vu, au su de tout le monde. Oui, ça fait bien, ça fait des titres un peu, excuse-moi l'expression, putaclic, etc. Les gars jouent avec leur santé. Et surtout, ce qui me dérange le plus, et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours prôné, je n'ai jamais visé une pesée de façon unique, si tu veux, de façon isolée. J'ai toujours mis ça en perspective de la carrière de l'athlète. Même sur mon site internet à l'époque, quand je faisais les consultations, c'était révolutionner votre carrière. Parce qu'on parle de carrière. Bien sûr, tu peux faire un cutting qui est réussi 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais si à chaque fois il y a de la pénibilité, derrière il y a des yo-yo, il y a des impacts physiologiques évidents, ta carrière, elle va pas faire long feu. À un moment donné, si on veut vraiment une carrière, préserver sa carrière, il faut faire des choses de façon construite, intelligente, structurée. Et on pense tout le temps uniquement la performance donc sur la carrière de l'athlète, ce qui est vrai. Mais moi, je n'ai pas face à moi des athlètes. J'ai des êtres humains avant tout. Avant d'être un athlète, on a un être humain et je veux préserver sa santé. Donc le cutting, on sait faire des cuttings euh, hyper impressionnants. J'en ai fait, je sais faire, c'est pas le problème. Parce qu'une fois, on m'a dit, ouais, c'est parce que t'es mijauré, t'oses pas. Non, c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, je tiens compte de l'être humain que j'ai en face. Et je veux te prouver, et j'ai prouvé durant mes 13 années de carrière, que oui, on peut préserver la santé, puis la carrière, et donc la performance sur l'instant T de l'athlète. Ça, c'est très important. De ne pas avoir un regard uniquement sur la performance sur l'instant, mais de mettre ça dans un prisme beaucoup plus élargi. Ah, c'est super intéressant parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on glorifie la perte de poids, mais on regarde pas l'ensemble. Et surtout que toi, c'est de l'accompagnement que tu as fait. Voilà, donc tu regardes un ensemble. C'est mieux d'avoir avec un athlète beaucoup de pesées réussies et même une carrière réussie plutôt que un gros titre. Ce combattant a réussi à perdre ou à reprendre tant de kilos, quoi. Ouais, c'est super intéressant et ça va un petit peu à l'encontre de ce qui marche et ce qui fait vendre. Et est-ce que aujourd'hui, quand tu regardes un peu ce qu'il y a sur les cuttings à l'UFC, tout ça, est-ce que toi, tu te retrouves là-dedans? Qu'est-ce que tu penses un peu de l'ensemble de tes confrères aussi aujourd'hui? En France, on sait qu'il y a beaucoup de personnes. Ben, à l'époque, il y avait Nicolas Haute. Aujourd'hui, voilà, il y a aussi il y a Vincent que j'ai reçu sur mon podcast. Je voulais rapidement t'en parler, qui aussi fait ce travail-là et qui, sur mon podcast, l'a dit qu'il avait apporté des choses. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de l'ensemble de la perte de poids? Tu cites Nicolas au passé, mais Nicolas, il fait toujours les cuttings, hein. Je crois Ouais, qu'il c'est vrai que accompagne. ouais. Il a un petit palmarès sympa, très très sympa. On se connaît bien avec Nicolas. On s'est croisés dans des salles. On a déjà eu l'occasion d'échanger.
J'ai offert mon livre, enfin, tu vois. Alors, vis-à-vis de ce qui se fait à l'UFC, c'est simple, hein, les protocoles de l'UFC, il suffit de les télécharger. Il y a tout un protocole de l'UFC Performance Institute, pardon pour mon accent anglais. Ça fait 80 pages, donc c'est gratuit. N'importe qui peut le prendre. C'est assez basique, ce qui est proposé à l'UFC. N'importe quel professionnel le sait. Euh, pour quelqu'un qui est en amateur, c'est amplement suffisant, ça peut même aller assez loin pour eux, mais pour quelqu'un comme moi qui en a fait sa spécialité, ça peut paraître présomptueux et c'est pas l'objet de mon propos, mais typiquement quand je vois des protocoles, prenons celui sur les commotions cérébrales, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais une commotion cérébrale, il y a un protocole derrière. Si tu es d'accord, je vais ouvrir une parenthèse, je vais essayer de pas être trop longue. Mais commotion cérébrale, ça veut dire qu'à un moment donné, on a des répercussions au niveau moteur. Donc, il faut une prise en charge de la part d'un kiné. Voilà. Et puisqu'on a des répercussions au niveau moteur, on a aussi des répercussions donc sur la mastication, sur la déglutition, sur les centres de satiété. Donc, on ne peut pas s'alimenter de la même façon. Pour autant, il faut réparer les dommages, les lésions cérébrales. Et ça, on les répare essentiellement avec la nutrition. Puis, il y a aussi un troisième pilier qui est la dimension psychologique, avec une prise en charge, pardon, psychologique. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a commencé à ouvrir avec mon homologue en kiné, qui est François Maubert, spécialisé dans les sports de combat, et également Maxime Bellego, qui est psy et qui, justement, intervient sur tout ce qui est trauma. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Tu vois, pour te dire qu'on affine les protocoles. Et le protocole de l'UFC, on l'a regardé, on s'est dit, bon, on va venir leur apporter de la valeur. Et c'est pas pour être présomptueux, donc, tu vois, c'est pas propre à moi directement, c'est propre à des personnes qui ont fait des sports de combat, également leur spécialité. Et en fait, les Français, on a toujours tendance à penser qu'aux États-Unis, ce qui se fait outre-Atlantique, c'est mieux. On galvanise comme ça ce qui se fait outre-Atlantique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des purs performeurs, des vrais spécialistes de la performance en France. Tu parlais de Nicolas tout à l'heure, Nicolas Hoth. Pour moi, c'est un des plus grands spécialistes qui existent. Il y en a, attention, il y en a d'autres hein, qui ont fait grandir notre sport, notre regard à la préparation physique, euh, sur plein de critères. Et en fait, on continue d'aller regarder ce qui se fait à l'étranger, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au lieu de regarder ce qu'on a ici. Et aussi, aujourd'hui, j'insiste, nous avons un vrai pôle d'experts et de performance. Donc, je vais te partager une anecdote maintenant. Il y a quelques années, je faisais le coaching de Cédric Doumbé, avec lequel j'ai travaillé 6 ans. Et donc, il y avait une personne qui était avec lui, hyper sympa, c'est Dan, je crois. J'ai un petit doute sur le prénom, mais qui s'occupait du cutting final. Moi, je n'interviens pas, si tu veux, j'estime en tant que femme, alors ça c'est une posture personnelle, j'ai rien à faire dans la chambre d'hôtel d'un combattant dans le bain. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets en place tout un protocole pour le donner au staff euh, le jour J. J'estime que j'y ai pas ma place pour deux raisons. Déjà, en tant que femme, mais aussi il faut quelqu'un suffisamment costaud pour soulever l'athlète s'il a un peu des difficultés à se mouvoir. C'est aussi simple que ça. Euh, donc, j'avais partagé le protocole à son staff et notamment Dan. Et donc, on discutait en anglais, tu vois, mais à un moment donné, il me posait des questions. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Alors que pour moi, sachant qu'il venait de l'école américaine, de la team de Conor McGregor, ok? Je pensais avoir à apprendre de lui et j'étais d'ailleurs dans cette posture-là. C'est lui qui m'a posé des questions, il m'a expliqué que c'est moi qui lui avais appris des choses. Et en ayant dit ça, je pense que je t'ai tout dit. Donc arrêtons de toujours glorifier ce qui se fait à l'étranger. Bien sûr, il y a des bonnes pratiques, mais attention, nous avons un degré d'expertise en France qui est totalement sous-coté par les Français. Les étrangers, eux, ils savent qu'on a d'excellents protocoles. C'est ultra intéressant ce que tu dis parce qu'on le voit aussi même dans la pratique enfin, dans le MMA. On voit quand les combattants ils combattent face à
des combattants étrangers, on a tendance à les sous-estimer. Et ben, comme tu l'as dit récemment, Benoît Saint-Denis, il en est la preuve qu'il a, voilà, face à Dariush, face à Ruffy, enfin, on n'a rien à envier aux étrangers et que ce soit aussi dans les cuttings, tout ça, dans les protocoles. Moi, je te Ce que nous, posais. Ouais, vas-y, vas-y. ce que nous avons à envier, c'est le marketing, la com. C'est des tueurs. Là-dessus, C'est vrai. oui. Et c'est ce qui nous donne peut-être l'impression qu'on est en Mm. retard. Mais si on regarde sur le fond, le niveau de connaissance, non, il y a rien à enlever. Même, enfin, je finis ma phrase parce que, pardon, j'ai avalé mon propre mot. Je disais, il n'y a rien à envier. Plus récemment, je discutais avec Jérôme Volrin. Incroyable. J'ai reçu sur mon Le gars, podcast. Ouais. le gars, il est à Nice, il fait, donc même pas en capitale, il fait un job incroyable. Et des noms comme ça, il y en a plein. Voilà. Et en fait, je te posais cette question parce que aujourd'hui, tu as changé de statut. Et Oui. bah déjà, je te remercie d'avoir reparlé sur ton passé, parce que voilà, on va se projeter sur le présent et le futur. Parce Oui. qu'aujourd'hui, voilà, tu formes maintenant. Et ce statut, c'est parce que tu avais envie de te challenger encore, de faire de nouvelles choses, ou parce qu'aussi, bah, il y a un manque et il faut le combler, c'est-à-dire il faut former les gens parce que ben, Cécile, elle peut pas être de partout, elle peut pas doubler le. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je te posais cette question de ce que tu penses du cutting dans l'état général, parce que est-ce qu'aujourd'hui, tu veux que les gens ils travaillent, ils suivent ta formation, sinon tu penses qu'ils vont être moins compétents. Je dis pas compétents parce que il y en a déjà qui, comme tu l'as dit, Nicolas Haute, je ne sais pas si, voilà, il a suivi ta formation, mais en tout cas, il est compétent sur le terrain. Non, non. Voilà. Nicolas, Mm, il est autodidacte comme moi, et puis c'est un gros bosseur, mm. un quick learner, comme on dit. Donc, non, non, il n'a pas du tout suivi Mais ma formation. j'imagine que ta formation, c'est justement pour justement, déjà, tu aurais aimé l'avoir, cette formation, toi, quand tu as commencé, peut-être, pour pouvoir faire ça, parce que derrière aussi, tu proposes, ben, c'est plus que de l'accompagnement, c'est aussi un business, les gens puissent en vivre. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, s'il Bien te plaît? sûr, bien sûr. Alors, l'idée de la formation, en réalité, elle m'est venue, moi, il y a 5 ans. Euh, Ça, c'est mon parcours personnel. En fait, si tu veux, il y a quelques années, on a tous subi de plein fouet le Covid. Moi, ça faisait déjà 8 ans que je bossais. Donc, j'étais installée. Euh, il faut comprendre que beaucoup de nutritionnistes dans les sports de combat, en vrai, ne font pas que des combattants. Ok, ils vont avoir 5, 10, 15, 20, allez, même 50% de combattants. Mais le reste, ça va être soit d'autres sports, CrossFit, muscu, haltéro, et j'en passe, soit monsieur et madame tout le monde. Là-dessus, je m'inscris en faux. Moi, j'ai toujours eu des combattants. Depuis le départ, 98% des personnes qui sont venues me voir, c'est des combattants. Et les 2% restants, c'était d'autres sportifs, mais de très haut niveau aussi. J'ai accompagné une championne olympique en patinage, un champion du monde en calisthénie, des multiples championnes du monde en haltéro. Donc, j'ai toujours fait du haut, voire très haut niveau. OK? Donc, forcément, lorsque le Covid arrive, que les compétitions internationales sont à l'arrêt, que les Jeux olympiques sont à l'arrêt, moi j'étais sur ce niveau-là. Et donc ma source de revenus, ça a été assez compliqué. J'ai vécu sur mes économies, puis à un moment donné, il n'y avait plus rien. Et j'étais déjà dans une dimension où je réfléchissais à comment transmettre. Et j'ai eu une discussion à l'époque avec un préparateur physique que j'adore, qui s'appelle Valentino Gargiulo, un confrère italien, préparateur physique, plutôt dans la boxe anglaise, euh, et un préparateur physique de Rima Ayadi, Franck Petitjean, de plein d'autres boxeurs aussi dans le pied-point. Et à l'époque, il me posait plein de questions, justement sur le cutting, comment accompagner les athlètes, etc. Parce que très curieux, et lui-même, il voulait monter en compétences. Il y a lui, puis un autre, puis d'autres. Et moi, j'ai toujours été très généreuse dans ma façon de travailler. Puis après, je me suis dit, mais pourquoi j'en ferais pas une formation? Et la graine, elle s'est simplement plantée comme ça. De la même façon que quand j'ai commencé la Mm. nutrition, je n'avais pas une mission claire, c'est devenu clair après. Euh, j'ai donc vu les choses en 2 temps.
mon premier temps, c'était de faire en sorte que tout combattant comprenne l'importance de la nutrition. Et ça, j'y suis parvenue. Comment j'y suis parvenue? C'est simple. Au départ, les combattants qui venaient me voir, c'est plutôt ceux qui étaient en fin de carrière ou qui avaient dépassé un certain âge et qui avaient besoin d'un ultime game changer. Et tu sais, moi, déjà, j'avais pas la visibilité que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas non plus une visibilité absolue, mais bon, dans notre milieu, je pense que je me suis fait mon petit nom. Il est bien évident que quand un athlète dit Ah, j'ai mis ça en place, c'est un truc de fou, bah, les petits frères, ils vont être davantage à l'écoute. Et progressivement, en 10 ans, j'ai vu ceux qui venaient enfin là, c'était des jeunes de 20 ans et qui me disaient, je suis encore amateur, mais je veux passer pro, donc je veux déjà raisonner comme un pro. Donc ça, si tu veux, il y a eu un changement de mentalité. C'est beau à voir, si tu veux, parce que ça veut dire, OK, cette partie-là, elle est cochée. Et donc en parallèle, bien entendu, puisque de plus en plus d'athlètes prenaient conscience de l'importance de la nutrition, ben, en face, faut répondre à ce besoin. Et je te parle aujourd'hui avec du recul, mais encore une fois, à l'époque, c'était pas comme ça. Je me suis dit, bon, moi, j'ai besoin d'un métier secondaire simplement pour subvenir aux besoins de mon enfant. Je l'ai dit, je suis maman. Euh, donc, c'est venu comme ça. Et là, en fait, le constat, il a été un peu différent. Qu'est-ce qui fait que j'ai fait une transition totale? Simplement, je pense avoir fait le tour de mon métier avec beaucoup de joie. Euh, Tu m'as posé tout à l'heure des questions sur la difficulté. Tu as vu ma réponse. Aujourd'hui, c'est facile pour moi une perte de poids. C'est facile une prise de masse. Voilà. Et je finis en beauté avec un athlète qui s'appelle Souel, qui est un petit jeune de 19 ans qui combat en MMA, qui est l'avenir enfin, il fait partie de l'avenir du MMA français. Et je suis contente parce que j'ai commencé avec les premiers. Et je termine justement avec ceux qui seront à terme l'élite aussi de notre pays. Donc je trouve ça, symboliquement, je trouve ça super beau. Et oui, donc depuis 5 ans, j'ai formé un petit peu plus de 70 nutritionnistes spécialisés en sport de combat. J'estime que c'est bon, ils sont prêts. Je peux passer le relais et je peux partir parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de créer quelque chose de très clean. Quand je te disais de faire prendre conscience que la nutrition, c'est pas que de la difficulté, etc. C'est pas que des titres putaclic, etc. J'ai eu à cœur de ça. Et ça, c'est monté en puissance. Et là, en ce moment, je sens que justement ça vrille. Et justement, je compte sur ces personnes pour continuer à véhiculer les bons messages auprès des athlètes et qui veulent le recevoir. En tout cas, là, il y a une armée qui est prête et elle n'est pas prête de s'arrêter. Voilà. Donc, cette formation, elle est actuellement disponible. Oui. Voilà, C'est pas qu'une formation. hmm. En fait, si tu veux, moi-même au départ, lorsque je l'ai conçu, je disais le mot formation, mais c'est une erreur de langage de ma part. Moi, je suis quelqu'un qui apprend sur le tas, hein. Donc, j'étais pas une entrepreneuse, j'étais Hmm. pas une formatrice, j'ai appris sur le tas, ce qui fait que je peux être un petit peu plus longue à la détente comparée à d'autres où quand on les écoute, tout est clair, etc. J'ai un chemin d'apprentissage qui est différent, mais je le sais, qui est efficace, qui Mais reste ce puissant. que je veux dire, c'est que tu as un vrai accompagnement. T'as pas fait un e-book C'est ça, avec un PDF avec les clés de c'est la ça, perte de poids, la méthode de Cécile. On c'est paye. ça. Non, là, il y a vraiment. C'est sur On va combien de beaucoup plus semaines? loin. Ouais, c'est sur combien de semaines tout Alors, ça? en fait, si tu veux, c'est plus de 40 heures de formation en vidéo. Donc, mais bon, je suis assez vivante à ce qu'il paraît sur les vidéos, donc c'est pas trop monotone. Mais surtout, ça va bien au-delà. Pourquoi? Parce que 2 fois par mois, il y a des rendez-vous avec moi, des permanences, on échange. C'est-à-dire que c'est un accompagnement avec un accès à vie sur le contenu pur. Et pourquoi je ne veux pas dire le mot formation, et moi-même je me reprends quand j'utilise encore parfois à tort ce terme. Une formation, on te délivre de la connaissance et ça s'arrête là. C'est de la connaissance, c'est de la théorie, de la mise en pratique éventuellement, mais ça s'arrête là. L'accompagnement, justement, ça va bien plus loin. C'est-à-dire que tous mes élèves, ils peuvent venir sur ces permanences, même ceux qui ont terminé l'apprentissage, et donc ils peuvent venir me partager justement des cas concrets qu'ils ont. En même temps, tous ceux qui sont en cours d'apprentissage vont pouvoir poser leurs questions techniques, mais avec une projection sur l'avenir.
Ça, c'est très important. Ça crée cette fameuse communauté, cette fameuse armée, ça crée du lien. Ça, c'est aussi ultra puissant. Et après, il y a des rendez-vous one-one avec moi. C'est vraiment du mentorat. Et beaucoup, finalement, me posent des questions, alors purement techniques, mais aussi, il y a une notion très importante à considérer, c'est que le nutritionniste, comme souvent dans les membres du staff, nous sommes des travailleurs de l'ombre. Donc, comment ménager les égos des combattants? Euh, Comment ménager quand on a un préparateur physique qui met en place un programme? Alors, généralement, les planifications sportives sont assez abouties, mais souvent, c'est pas le cas. Et moi, avec mon regard, encore une fois, pendant 8 ans, je faisais la prépa physique. Donc, quand je vois qu'il y a une prépa physique qui n'est pas terrible, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Si on en parle, comment? À qui? Donc, en fait, il y a où est-ce qu'on trouve sa place pour qu'on ait un écosystème le plus fonctionnel possible. Et ça, ça peut paraître anecdotique, mais c'est une vraie réalité. Et aussi, comment j'en vis. Tout à l'heure, je disais, moi, 98% des personnes que j'ai eues, c'était que des combattants. Et c'est une chance. Et en fait, j'explique comment faire pour d'un point de vue purement business, là, se positionner comme tel. Et donc, l'accompagnement, il va proposer tout ça. Il propose aussi de la mise en relation pour tous ceux qui ont terminé la formation, de la mise en relation avec des athlètes ou des institutions. Le club, lui, il va être assuré de savoir que son athlète, il est encadré par un professionnel. L'athlète, lui, il va avoir son plan alimentaire spécifique. Et le nutritionniste, bah, lui, il se fait la main. Et quand tout le monde s'élève, bien évidemment, moi, je m'élève. C'est aussi simple que ça. Je rebondis sur la partie business parce que ça m'intéresse, parce que on Oui. sait que les combattants, c'est très dur, surtout en début de carrière, pour qu'ils arrivent à gagner leur vie, quand on voit toutes les dépenses qu'ils ont. Moi, ma question surtout, ça va être, c'est possible quand même, hein, avec ce que tu, enfin, du coup, je vais dire ta formation, mais enfin, l'enseignement que tu donnes, aujourd'hui, de pouvoir vivre pleinement de ça. Ou peut-être au début, Alors, c'est un complément. encore une fois, moi, je pars de mon parcours de vie. Maintenant, on est tous différents. Mm, Voilà. J'ai une force de travail quand je suis déterminée sur quelque chose qui est incroyable. J'ai fait une reconversion. Je suis partie d'une position extrêmement confortable d'un point de vue carrière. OK? Salaire, avantages de la société, etc. Pour être coach sportive. Il faut que tu comprennes que j'étais en tailleur aux acheteurs d'Air France, de Sanofi. Je gérais des contrats de plusieurs millions d'euros pour ensuite me retrouver coach dans une salle où je vendais des abonnements à 300 euros l'année. Donc, si tu veux, je sais aussi que je manque pas de courage et de détermination. Je vais pas dire oui, c'est sûr, tu vas vivre de ça, parce que je ne sais pas si la personne, elle aura ce courage, cette détermination, puis aussi son rythme de vie. J'ai fait ça, j'étais pas encore maman. Une personne qui est en reconversion, qui a des enfants en bas âge, tu vois, on est tous mm. différents. Ce que j'explique, ce sont des clés qui pour moi ont fonctionné. Encore une fois, j'ai appris par l'erreur. Donc, je leur facilite le chemin. C'est un petit peu comme, tu sais, le loup de la meute, le premier. Oui, il a les responsabilités, mais il a aussi les difficultés. Lui, le chemin n'est pas ouvert. C'est lui qui ouvre le chemin pour les autres. Donc, je me positionne un petit peu comme ça, encore une fois, sans aucune arrogance, pour dire, voilà, je vous ouvre le chemin. Vous voulez le suivre, allez-y. Vous voulez ou ne pouvez pas pour vos propres raisons, ok. Mais je suis la preuve même que oui, on peut en vivre. Euh, Moi, j'ai eu des mois très confortables, hein, à 5 chiffres. Voilà. Super, super, parce que peut-être qu'il y aura des personnes qui veulent se lancer dans ça. Et puis en plus, aujourd'hui, avec l'essor, je parle principalement du MMA, mais comme tu l'as dit, ton accompagnement, il permet de faire aussi d'autres sports. Tout à l'heure, tu as parlé de calisthénie, tout ça. Aujourd'hui, on sait aussi sur les gens de la masse, ça pareil, c'est en train de rentrer dans les mœurs. Beaucoup de personnes prennent du coaching, que ce soit bon, plutôt pour les préparateurs physiques, mais aussi sur la nutrition. Non, c'est un métier qui est en plein essor, et c'est bien C'est un que métier tu... qui est, Hmm, pardon. oui, oui. C'est un métier qui est absolument en plein essor. Et en fait, ces personnes-là, elles vont investir sur du coaching, comme tu dis, à raison de plusieurs fois par semaine, un équipement. Elles vont payer leur voyage
parce que tout le monde n'a pas l'hôtel qui est pris en charge ou les transports qui sont pris en charge. Donc, ils vont investir sur tout ça et pas leur nutrition. C'est pas cohérent. Donc, bien sûr que ces personnes-là vont aussi investir sur la nutrition si, et ça, c'est ce que je dis dans mon accompagnement, elles sentent qu'il va y avoir de la valeur. Et tout l'intérêt de mon côté, c'est de donner de la valeur, le maximum de valeur aux personnes qui sortent de la formation pour qu'elles se sentent légitimes. Beaucoup ne se sentent pas légitimes, donc qu'ils se sentent, qu'ils aient l'expertise via la connaissance, mais aussi via leur posture. Et la posture, ça passe par le fait de se sentir légitime. Voilà. Alors, pas forcément dire je suis le meilleur, tatati, tatata. Moi, j'ai des élèves, ils ont plus de 100 pesées validées à leur actif, hein, en un an et demi. Hein. Et les élèves qui sortent de la formation, je leur dis, vous ne facturez pas moins de 180 euros. C'est impossible. Je ne veux pas. Je veux qu'ils prennent conscience de leur expertise, qu'ils ne se sous-cotent pas. Et tous ont commencé à ce tarif-là. Et tu vois, récemment, j'ai changé avec l'un d'entre eux. Il me dit, maintenant, je suis à 260. La consultation. Et ça fait qu'un an et demi qu'il est sorti. Et je dis, il a plus de 100 pesées à son actif. Et en fait, mes élèves, en général, en un an, ils ont déjà validé entre 30 et 50 pesées. Waouh. Ouais, c'est impressionnant. Non, mais C'est pas c'est. parce que la pesée n'est pas médiatisée Oui, qu'elle n'est qu'elle n'en pas. a pas moins de valeur. C'est ça qui est important de comprendre. On Non, est des mais, travailleurs de l'ombre, encore une fois. ouais. Non, mais en tout cas, c'est ultra intéressant. Moi, je voulais aussi te dire bravo pour tout la com que tu fais. Parce que Merci. sur les réseaux, on voit aussi que tu parlais tout à l'heure que les Américains, ils sont forts, mais sincèrement, quand on regarde ton Instagram, on voit qu'il y a vraiment un effort sur la communication. J'imagine que tu as dû te former aussi pour ça. Aujourd'hui, tu veux. Non? Ok, C'est bon, ça, t'es très j'ai forte appris alors. sur le tas aussi, tu Ben, vois. ben, Je fais tous mes posts. Il faut comprendre que hmm, dans cette démarche de pédagogie, de prise de conscience, euh, Instagram a été un vecteur incroyable, justement, pour montrer que c'était possible. J'ai tellement reçu de messages ces dernières années qui me disaient, j'ai validé mes pesées grâce à toi, j'ai ça grâce à toi, alors que je les ai jamais reçus, mais parce que déjà ils ont mis en place ce qu'ils voyaient sur les posts, tellement je sais que je les ai fait de façon pointue. Aujourd'hui, l'image est très importante, et puis bon, moi-même j'ai un sens de l'esthétique qui, comment dire, j'aime que les choses soient très jolies. Et si tu fais un post qui est éclaté, ça donne pas envie. Donc oui, j'ai eu à cœur pendant des années de mettre en place des posts qui soient agréables à lire, qui soient éducatifs, pédagogiques, parce qu'encore une fois, on vient pas révolutionner un métier si on n'a pas les outils pédagogiques derrière. Et donc j'ai utilisé Instagram comme un levier pédagogique euh, pour encore une fois avoir cette mission de prise de conscience chez les athlètes et maintenant les professionnels. Donc, je suis très heureuse et je suis très touchée que tu me dises ça parce que c'est trop bien. et aussi, bah, tu as sorti un livre bah, Oui, qui est beau, qu'on voit là-haut, Nutrition sportive. Là, pour le coup, ça s'adresse à tout le c'est monde. là. Ouais, super livre que j'ai pas encore lu, mais que je vais pas tarder Ah. à lire. Non, non, je vais aller le chercher parce que il est dans ma liste en tout cas. Et ça, comment ça s'est fait? Parce que je sais que c'était quelque chose aussi qui te tenait à cœur. T'as travaillé encore en parallèle de tout ce qu'on vient de parler. T'as beaucoup de casquettes. Enfin voilà, c'est une consécrétisation d'arriver à avoir un livre et surtout que pour l'avoir un petit peu, voilà, commencer à le regarder. Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est pas simplement des recettes, quoi, tu vois, pour manger healthy, Non, quoi. c'est pas un livre de recettes. Voilà. Il y a, il y a 13 ans de métier, il y a 13 ans de passion dedans. Euh, Étonnamment, je n'ai jamais eu pour projet d'écrire un livre. Je sais que c'est une forme de, pas d'aboutissement, mais en tout cas d'étape pour beaucoup de professionnels. Et ça n'a jamais été un projet. En fait, j'ai été contactée par une maison d'édition il y a quasiment un an, hein. C'était fin décembre. Voilà, c'était mon petit cadeau de Noël. Et en gros, ils m'ont expliqué qu'ils avaient un livre de nutrition sportive que j'avais lu et ils cherchaient à le rééditer puisque leur livre, il datait et il était devenu obsolète. Et sur le coup, j'étais pas très chaude dans le sens où je croyais qu'on me demandait juste de le réécrire, de le mettre à jour, sachant que, et c'est ce que je leur ai dit en toute transparence, que moi j'étais
en désaccord avec ce que j'avais pu lire. Alors oui, je l'ai lu, mais tu sais, il y a des livres où c'est une révélation, tu dis, ah, trop bien, trop bien, trop bien. Et d'autres, il y a pas mal de choses qui t'interpellent et tu dis, mais non, moi, j'ai expérimenté, j'ai un peu de bouteille maintenant et je vois bien que c'est décorrélé de la réalité. Donc au départ, j'étais un petit peu enjouée et mal à l'aise, mais bah, j'ai pris mon courage à à deux mains. Et puisque, bon, encore une fois, je pense que tu as compris, je suis une femme qui ne manque pas de courage. Et avec toute la délicatesse que j'ai essayé d'apporter, je lui ai dit, écoute, si c'est pour faire une réédition, je préfère décliner. Ce sera pas pour moi. Alors que j'étais vraiment fière parce qu'au-delà de ça, la maison d'édition qui m'a sollicité s'appelle Amphora. Et pour moi, c'est vraiment la maison d'édition de la performance, avec des ouvrages qui m'ont énormément servi quand je passais mon BPGEPS, mon BTS, énormément d'ouvrages de référence dans la prépa physique. Enfin, vraiment, Amphora, c'est une maison, c'est avec elle que j'ai appris. Donc, quand tu as une maison d'édition qui t'appelle et qu'en plus, même si c'est pas la plus mainstream, la plus connue, mais toi, tu sais en reconnaître la valeur, c'est dur de dire je préfère décliner, tu comprends? Et là, la réponse de Renaud, le directeur, elle a été incroyable. Il m'a dit, ah non, Cécile, t'as pas compris. C'est toi qu'on veut et on veut que tu reprennes tout. C'est ton livre. Et ils m'ont donné carte blanche. Dans absolument tout, la construction, tout, 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 tout. Et généralement, un livre commence à se construire. J'ai appris sur le tas, là encore. L'auteur écrit un peu et puis il est accompagné dans l'écriture par un membre de la maison d'édition qui va l'aider à affiner les messages, à tourner les phrases, etc. J'ai tout écrit. Elle m'a dit, j'ai quasiment rien à faire. Donc on a des fois fait une virgule, un point, mais ce sont 320 pages et 320 vraies pages, pas avec coupé avec des diagrammes, des trucs, des machins. Alors oui, bien entendu, on va retrouver des, des graphiques, des tableaux. Mais bah, je te dis, je l'ai là. Voilà, il est épais, hein, il est lourd, c'est 320 pages d'écriture. Voilà. Et comme la nutrition, ça peut aussi être très très chiant, ben, j'ai voulu y mettre ma touche, mon caractère. Donc on a mis des blagues dedans, on a mis des choses pour aérer un petit peu. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que déjà, je viens parler d'absolument tous les sports. C'est-à-dire qu'il y a des généralités, bien entendu, et après, on rentre dans l'expertise de chaque sport. Il faut comprendre que j'ai eu finalement que quelques mois pour le sortir, donc le petit coup de pression. Et avec les années, j'ai développé un réseau via d'autres sports. Donc, je me souviens, j'ai appelé un ami avec lequel j'étais au BPGEPS à l'époque. Lui, c'est un athlète. Et donc, je l'ai appelé pour confronter, en fait. C'est comme si j'ai fait une interview de tout ce qui n'est pas dit, tout ce qu'on ne peut pas retrouver dans la littérature scientifique. Et j'ai fait ça sport par sport. On retrouve même de l'e-sport, on retrouve même de la Formule 1, on retrouve du water polo, on retrouve absolument tous les sports avec un degré d'exigence qui me caractérise. Et c'était un projet absolument prenant, exténuant, mais vraiment, mais d'une fierté à la fin incroyable. Donc, ouais, je suis très très fière de ce bébé-là. Non, mais en tout cas, ce sera intéressant de le lire. Et il s'adresse aussi aux personnes pas forcément sportives, enfin, qui veulent bien manger correctement. C'est ça. En fait, On je peut y l'ai retrouver. conçu avec différents degrés de lecture. Moi, je suis très cinéphile et j'aime beaucoup les films de Scorsese parce que quand tu les regardes une première fois, tu comprends une fois. Quand tu le regardes, tu dis, ah, j'avais pas capté ça. Tu le regardes une troisième fois, ah, j'avais pas capté ça. Et à chaque fois, tu as un degré de lecture différent et je l'ai conçu de cette façon. C'est-à-dire que celui qui est tout nouveau dans le sport, il va apprendre, quoi qu'il. Celui qui est avancé, il va aussi apprendre. Celui qui est professionnel, il va apprendre. Et j'ai des retours donc de personnes vraiment loisirs comme des professionnels, des diététiciens, des préparateurs physiques. Tous ont appris quelque chose. Et je, ouais, je suis trop fière de mon bébé. Je le remontre. Voilà. Non, mais tu peux. Et La petite récemment, autopromo. non, mais c'est super intéressant. Puis c'est un livre, voilà, tu as travaillé dessus et il y a beaucoup de valeur là-dedans. Et en tout cas, c'est beau après tout ce que tu as fait, que tu aies eu cette consécrétisation. Et ben, ça n'a jamais été fait encore. Donc voilà, tu as innové. Et un livre, ça reste, hein. Les posts Instagram, tout ça, c'est bien beau, mais ça n'a pas autant de valeur qu'un livre. Moi, je voulais juste aussi te parler de quelque chose. Complémentation alimentaire. Récemment, j'ai pu Oui, voir que tu t'es affilié à Nutrimuscle. ouais. T'as pas créé ta marque de complément.
J'ai fait pas mal de choses, Oui, non? voilà, non, mais bon, vu tout ce que tu as fait, tu aurais pu le faire, tu vois. C'est vrai. Non, mais est-ce que tu peux nous parler de cette collab et des valeurs, pourquoi parce que voilà, Nutrimus, j'en entends que du bien. J'ai reçu aussi un préparateur physique récemment, le podcast, il n'est pas encore sorti. Romain Amar, qui vient lui aussi d'être sponsorisé par Nutrimuscle. Il y a beaucoup de personnes, Benoît Saint-Denis, enfin, genre, Morgan Charrière, enfin voilà. Tu peux nous dire pourquoi ce partenariat? Oui, alors c'est amusant. Avant Nutrimus, j'étais dans une maison assez connue aussi pendant 2 ans et j'ai vu l'évolution des valeurs justement bouger. En tout cas, moi, je ne me reconnaissais plus dedans. Et là encore, tout à l'heure, j'expliquais, dans mon métier, il y a de plus en plus de personnes qui vivent à travers les collaborations. Et donc, quand ils ont un partenariat, et même s'ils ne sont pas archi fans du produit, ils vont te le vendre comme si c'était le meilleur du monde. Je suis extrêmement sollicitée pour travailler avec des marques. Forcément, je suis très nichée. J'ai un pouvoir de prescription à travers les programmes que j'envoie. Voilà, donc même si j'ai pas une énorme communauté, j'ai une communauté qui est fidèle et, et fiable. Et en gros, pourquoi j'explique ça, ce contexte? C'est important de comprendre que je ne me trahis pas. Je trahis pas mes valeurs. Et à un moment donné, quand j'ai constaté que je ne me reconnaissais plus dans la marque précédente, bah, j'ai arrêté. Aussi simple que ça. Et il faut comprendre, et je vais parler chiffres, hein, une affiliation, ça peut être une vraie source de revenus. Moi, pour ma part, c'était 800 euros par mois. Donc, pour 2 postes, tu vois ce que je veux dire? Donc, je, je veux faire prendre conscience à tes auditeurs, pardon, que pour certains influenceurs, même ça peut être plus, mais on ne parle pas de 50 balles par mois. Donc, quand je fais le choix d'arrêter, 800 euros, ça reste 800 euros quand même, tu vois. Alors, je sais que maintenant, on entend tout le temps, ouais, fais 15K, fais 20K par mois si t'es coach en 3 jours et en bossant 2 heures par semaine. J'adore ces discours de flûte d'ailleurs. Enfin, c'est mon avis. Mais tout ça pour dire que j'ai décidé d'arrêter. Et tu vois, quand on fait des choix de cœur, des choix de valeur, euh, la vie nous le rend bien. Le lendemain, j'ai le patron de Nutrimus qui m'envoie un message pour me dire, Cécile, on aimerait bosser avec toi. Et en gros, je me suis renseignée sur la marque. Déjà, les produits, je suis allée regarder un petit peu plus la gamme, excellentissime. Rapport qualité-prix, je comprenais pas. Je me suis dit, mais c'est pas assez cher vu la qualité des produits. En plus, fait en France, euh, fabriqué en France. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien, le côté cocorico. Et puis les valeurs, la façon de traiter les athlètes, oui, je me suis beaucoup retrouvée dans ça. Et anecdote typique, une marque, quand elle travaille avec des influenceurs, c'est pour que ça leur rapporte. Et moi, j'étais tellement maquée, j'ai tellement fidélisé mes followers à l'ancienne marque, que le switch, il s'est pas trop fait. Et c'est normal, bon, j'avais bien fait mon taf. Et, euh, et moi, je m'attendais à ce qu'ils renouvellent pas le contrat, mais j'étais OK, puisqu'encore une fois, je fais pas ça pour l'argent. Et ceux qui m'ont dit, non, non, mais Cécile, en fait, on aime travailler avec toi. Quand je parle de valeur, en fait, c'est ça. On a fait un super événement où il y avait plus de 80 personnes, justement, où on a parlé du sport au féminin avec Yasmina Latar et Lia Bavoil. Donc, l'une coach influenceuse assez connue et l'autre multiple championne du monde en haltéro, et avec laquelle j'avais bossé d'ailleurs. Et c'était super intéressant. Donc, ouais, Nutrimuscle, c'est une marque qui n'est pas uniquement une marque de cœur, c'est une marque hyper qualitative, mais aussi c'est une marque de valeur. J'aime beaucoup. Eh bien, écoute, avant de clôturer le podcast, j'avais une dernière question. Est-ce qu'il y a, étant donné que tu as travaillé avec beaucoup d'athlètes, Ouais. est-ce qu'il y en a un en particularité qui t'a marqué, que ce soit peu importe lequel? Est-ce qu'il y en a un ou, étant donné que tu as travaillé avec beaucoup, il n'y en a pas un qui te vient en tête? Ah, c'est difficile, mais si, malgré tout, j'ai un nom qui me vient. Ah, Sans doute, donc c'est pas un, mais c'est une, déjà. Et sans doute, elle sera peut-être pas connue de ton public. Elle s'appelle Charline Van Snick. C'est une judokate belge qui est aujourd'hui retraitée, qui a fait 3 fois les Jeux Olympiques.
Et Charline, j'ai eu tout un parcours avec elle de poids, mais aussi elle a eu pour des raisons éthiques qui lui sont propres, elle a fait des transitions au végétarianisme, puis véganisme, donc il fallait maintenir son rapport poids-puissance. En plus, c'était un petit gabarit, donc on perd pas de la même façon quand on fait 48 ou 52 kilos quand on en fait 93. On a moins de marge de manœuvre. Euh, c'était elle m'a cassé la tête. Si, allez, tout à l'heure, je vais peut-être revenir sur ma réponse. Elle, ça a été un vrai casse-tête, puisqu'en plus, elle a commencé, comme beaucoup de personnes du judo, les régimes très jeunes. Donc, son corps avait une capacité d'adaptation incroyable. Donc, il y a des personnes, quand tu leur proposes un nouveau protocole alimentaire, le corps va réagir pendant plusieurs semaines. Elle, son corps, il s'adaptait au bout allez, 2 semaines grand max. Fallait rechanger tout le temps. Et on a bossé ensemble plusieurs années. Donc, elle a jamais rien lâché. Une vraie guerrière, elle aussi. Donc, ouais, Charline, petite dédicace. Super intéressant. Et je suis obligé de rebondir là-dessus parce que tu as parlé d'un mot, tu as dit vegan. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de tous ces régimes un peu, enfin, je vais pas dire à la mode, mais tu vois, j'imagine que dans ton entourage, les gens ils doivent te solliciter à chaque fois, te demander qu'est-ce que tu penses de ça. Ah. Récemment aussi, on parlait beaucoup du régime carnivore, la diète ancestrale, tout ça. En fait, il y a deux plans de réponse. Quand on a des personnes qui ont des régimes alimentaires pour des raisons éthiques ou religieuses, il n'y a pas de jugement à émettre. On est tous différents. C'est comme si tu me demandes qu'est-ce que tu penses du ramadan. Enfin, je n'ai pas à dire à une personne si c'est bon ou pas. Chacun est différent, chacun a son éthique, a son degré de spiritualité, et c'est à nous, nutritionnistes, de nous adapter et pas l'inverse. Parce que tout est possible. Maintenant, si on est sur un angle purement performance, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Typiquement, le régime cétogène, très à la mode chez les combattants de la part de certains nutritionnistes. Et moi, je les regarde et je dis, mais pourquoi? Parce que le régime cétogène, le principe, c'est d'éviter justement au maximum les glucides d'origine céréalière. On va simplifier comme Mm. ça en mettant en avant plutôt les protéines et les lipides, donc les viandes, poissons, œufs et corps gras. Donc, très intéressant pour les sports d'endurance. Oui. Pas pour nos sports. C'est pour ça que, si tu veux, c'est important à chaque fois de réfléchir. OK, ça c'est bien, mais est-ce que ce modèle, je peux l'importer? Est-ce qu'il correspond à nos disciplines? Régime carnivore, c'est un manque de fibres, c'est un manque de vitamines, et en gros, ça n'a pas sa place dans la pure performance. Et la question, c'est de se poser, est-ce que je veux tester quelque chose à la mode? Ou est-ce que je veux être performant? Et parfois, ben non, la performance, à un moment donné, j'en parlais avec Aurélien Broussal, c'est un préparateur Mhm. physique, mais qui a Je un connais. podcast aussi. Mhm. Et on oublie un truc, c'est revenir aux fondamentaux. Parce que ouais, les fondamentaux, c'est pas sexy, c'est pas Instagrammable, ça fait pas rêver, mais pourtant c'est ce qui fonctionne. Et voilà. Mais maintenant, tout ce qui relève de l'éthique et de la religion, non, il faut le respecter, au contraire. Le casse-tête, c'est pour nous après. Eh Voilà ma ben, réponse. écoute, super note pour terminer le podcast. Cécile, je te remercie vraiment d'être venue, d'avoir apporté cette valeur à notre échange. C'était vraiment un plaisir de t'écouter. Bien Merci. évidemment, je vais rediriger tous les gens, mais je pense que tout le monde déjà te suit sur tes réseaux, surtout à se procurer ton livre. Et j'espère, à travers ce podcast, que ça pourra inspirer certains et certaines à faire comme toi, parce que au-delà de tout ce que tu as fait dans le sport, moi je trouve surtout le côté entrepreneur, entrepreneuriat, tout ce que tu as fait, ça peut inspirer beaucoup de personnes. Parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément combattant ou va perdre du poids, mais beaucoup de personnes sont passionnées par la nutrition et aimeraient en vivre. Et donc voilà, donc merci beaucoup Cécile. Je vais te laisser le mot de la fin si tu as un message à faire passer. Hein.
Je te laisse Merci le déjà. petit mot de la fin. Merci déjà de m'avoir invité. Je sais qu'on a mis un petit peu de temps, Ouais. même quelques mois, mais tu comprends mieux maintenant, l'année, elle était intense, mais je sais que tu m'avais invité déjà il y a un petit moment, donc vraiment merci, c'est passé très rapidement. Et un dernier message, bah, c'est oui, ce serait pour tes abonnés, si certains sont curieux et justement auraient envie de tenter l'aventure mais n'osent pas, bah, qui n'hésitent pas à venir me parler. Promis, je ne mords pas. Je suis bah, sur mes réseaux comme ici, comme dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de très accessible. J'aime transmettre, j'aime échanger. Je suis une passionnée, une vraie. Et donc, voilà, n'hésitez pas.